Eh bien, bonjour Audrey. Moi, c'est Joris. Je vais faire cette petite interview. Comment ça va, Audrey? Bah, ça va très bien. Et Eh bien, toi? ça va bien. Merci de te prêter à ce petit jeu. L'idée, c'est de permettre aux personnes que ça intéresse, notamment aux facilitateurs, facilitatrices en devenir, d'avoir quelques exemples de portraits de facilitateurs et de facilitatrices. C'est pas des modèles, hein, mais ce sont des exemples. On a tous des parcours particuliers. Audrey, qui es-tu aujourd'hui? Alors, moi, actuellement, je suis accompagnatrice d'habitat participatif. Donc, je suis facilitatrice dans un cadre très particulier qui est l'habitat participatif. Donc, j'accompagne des groupes qui souhaitent vivre en habitat participatif et je forme également des personnes qui ont envie de vivre comme ça. Et du coup, je les aide, voilà, je peux les faire une sorte de coaching individuel ou alors des formations pour les aider à trouver leur voie. Donc, tu interviens comme personne extérieure à des groupes pour les aider dans leurs projets. Exactement. Ok, et juste en quelques mots, mais ton statut aujourd'hui, c'est ton travail de faire ça? Voilà, c'est mon statut. Je suis auto-entrepreneuse indépendante. Et la particularité, peut-être par rapport à d'autres facilitateurs, c'est que moi, je vais alterner différentes casquettes. Je vais être des fois facilitatrice, c'est-à-dire Mhm. vraiment ouais, faciliter un processus pour aider le groupe à prendre des décisions, par exemple, ou voilà, vraiment l'accompagner. Mais je peux être aussi plus animatrice, à être vraiment à proposer des animations, des choses un peu plus actives. Et puis, même une casquette d'expert. Mhm. Avec des apports techniques qui vont être en particulier sur tout ce qui est montage juridique financier, mais ça peut être aussi sur la gestion de projets immobiliers, voilà, sur différentes choses, mais du coup, il y a des moments où je vais vraiment avoir cette casquette d'expert. Avec une expertise assez reconnue aujourd'hui, avec un livre, si tu veux en dire deux mots, une chaîne YouTube, enfin des supports qui sont partagés, qui sont accessibles pour tout le monde et qui sont quand même plutôt reconnus maintenant dans ce milieu-là. Allez, le petit livre en plus sous la Voilà, main. ouais. Du coup, voilà, effectivement, j'ai écrit un livre, Les clés de l'habitat participatif, mes expériences du vivre ensemble, parce que bah, moi, ça fait 10 ans que je vis en habitat participatif maintenant, et j'ai voulu écrire un livre pour partager un petit peu tout ce que j'ai appris dans mon parcours et que je me rends compte que ça parle aux gens, c'est-à-dire mon vécu, mon expérience parle aux personnes qui ont envie de se monter en habitat participatif ou Oasis, hein, il y a les deux termes et je suis mobilisée dans les deux réseaux. Mais voilà, donc je partage ça dans un livre et puis effectivement, j'ai une chaîne YouTube où je reprends les grandes idées voilà, en vidéo parce que je trouve que c'est aussi intéressant, la vidéo. Voilà, c'est un autre média et c'est intéressant d'être présent aussi sur YouTube. Ok. Et donc, tu as notamment parlé à l'instant là de ton expérience. Et justement, qu'est-ce qui, dans ton parcours, a fait ce que tu es aujourd'hui? Tu t'es pas, j'imagine, réveillé un matin en disant, je suis facilitatrice en habitat groupé. Si tu nous refais un petit peu la biographie qui t'a amené jusqu'à ce métier aujourd'hui, qu'est-ce que ça donne? Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça donne déjà, alors du coup, c'est un parcours professionnel et personnel, en fait, qui s'entremêlent. Mhm. Donc, du coup, il faut que je parle un peu des deux. Ouais. Déjà, au niveau personnel, moi, j'ai jamais vécu seule. Je suis partie de chez mes parents, j'ai vécu en colocation étudiante, puis après en colocation de jeunes actives, pour être ensuite en habitat participatif. Voilà, donc il y a vraiment un côté où le collectif pour moi est vraiment nourrissant dans tout mon parcours de vie. Et puis après, bah, au niveau pro, bah, voilà, j'ai fait une formation d'ingénieur, Mhm. de formation énergie-environnement, et j'ai pas mal développé tout ce qui est énergie renouvelable Mhm. dans le début de mon parcours. Voilà, j'ai été même commerciale dans le photovoltaïque pour dire un peu par quel chemin j'ai été. Voilà. Et puis, je suis partie un an en voyage autour du monde, en Asie, en Ok. Afrique. Comme je le fais jamais seule, on est parti à quatre, on était deux couples Ok. pendant un an. Et alors voilà, ça m'a vraiment ouvert sur plein de choses, sur la spiritualité, sur voilà, on était vraiment en mode. En fait, c'était pas juste un voyage. On a préparé ce voyage pendant 2 ans. Mhm. On allait dans des petits villages isolés pour faire l'ACV, l'analyse de cycle de vie. En gros, pour faire simple, c'est le bilan carbone. Ok.
Donc, on allait dans des villages isolés pendant 10 jours et on faisait le bilan carbone de leur vie, donc de tout, en fait, de l'habitat, du transport, de l'alimentation. Voilà, on regardait tout. Alors, il y a des choses qui impactent moins, qu'on ne regardait pas, hein, les objets, les vêtements, ça impacte beaucoup moins que tout ça. Mais voilà, du coup, on faisait cette analyse-là. Et donc, on a vraiment été se paumer dans des petits villages et vivre avec les gens. Donc, ça, c'était vraiment très chouette. Et puis avec une expérience du coup de groupe à 4 qui doit être assez incroyable parce que c'était, vous étiez, j'imagine, face à de l'adversité de temps en temps. Peut-être qu'il y a eu aussi des mouvements dans ce groupe de 4, parfois des choses qui sont fluides, parfois des choses qui sont moins fluides. Enfin, tu parlais à la fois de cette expérience de colocation, de groupes autour du monde. J'imagine que ça a aussi façonné ta compréhension de qu'est-ce qu'un groupe, comment tu te positionnes toi dans un groupe, qu'est-ce qui peut se passer dans un groupe, non? Tout à fait. Ouais, ça a été une expérience très, très riche où voilà, il y a une personne en particulier. Alors, c'est assez drôle parce que c'est quelqu'un qui bosse maintenant à l'université du Nou, avec qui voilà, j'ai eu beaucoup d'accrochages. Voilà, mais on a transcendé tout ça. Ouais. Et c'est très chouette. Et effectivement, on a fait nos premiers pas de décision par consentement. Enfin voilà, on était un peu là-dedans et tout ça. Et donc voilà, ça a été vraiment, vraiment très riche. Okay. Et du coup, en revenant de ce voyage incroyable, c'est ouvert un champ de qu'est-ce que j'ai envie de faire. Et je me suis inscrite, j'ai eu la chance de pouvoir faire une formation qui était devenir accompagnatrice d'habitat participatif en 2010. Alors qu'en fait, il n'y avait pas du tout de marché, ça ne m'a pas du tout permis de me lancer professionnellement à ce moment-là, mais plutôt de mûrir mon projet personnel et de lancer, voilà, en mars 2011, lancer le projet des Choulans, qui a été très rapide, donc le projet d'habitat participatif dans lequel je vis et qui... pardon pour les petits biddings. Pardon. Et donc voilà, du coup, on a commencé ce projet qui a été assez dingue et je me suis formée à énormément de choses à ce moment-là. Donc la communication non violente, la CNV, la permaculture. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer les groupes. Donc voilà, dans mon groupe, à explorer plein de techniques. J'ai également lu le très bon livre de Diana Leaf Christian qui donnait aussi plein d'astuces d'animation. Enfin voilà, donc je me suis expérimentée avant tout sur mon groupe. À ce moment-là, au démarrage, j'étais au chômage, donc j'ai pu vraiment me lancer à fond dans le projet des Choulans. Et puis assez rapidement, j'ai repris un travail qui était à Espul, donc c'est un espace info-énergie pour conseiller sur l'énergie dans le bâtiment. Et j'étais dans des métiers qui sont surtout sensibilisation, formation. Et donc voilà, du coup, j'ai pu tout ce que j'avais expérimenté dans mon groupe, le revivre, le faire, voilà, continuer au sein de cette association. Travailler également en termes de prise de décision, toute la gouvernance en interne, les réunions. Voilà, j'ai insufflé plein de choses. Et j'ai continué mes formations dans le milieu professionnel, donc tout ce qui est écoute active, par exemple, mais aussi des formations d'éducation populaire comme les porteurs de parole, ce genre de choses. Et donc, voilà, j'ai pu continuer tout ce qui est facilitation, animation. Là, on était même carrément dans de l'animation à ce niveau-là. Et j'ai été très loin dans tout ce qui est psychologie du changement. Comment faire que les gens adoptent des gestes éco-responsables voilà, au quotidien. Comment faire. Voilà. Donc, j'étais assez loin là-dedans, dans cette réflexion-là. Et du coup, si on reprend un petit peu quelques mots que tu as dit, donc il y a eu cette période où tu as été commerciale aussi, ça peut peut-être jouer par rapport à ce que je vais dire juste après, où tu as été formatrice, où tu as été en sensibilisation, et finalement tu t'es retrouvée, de ce que tu dis, en contact avec plein de publics différents, des dizaines, des centaines, des milliers peut-être de personnes avec qui tu as interagi. Ça a joué aussi sur la posture que tu as, sur la capacité à réagir face au public, à répondre aux besoins du public, ou tu penses que tu étais déjà bien calé sur ce sujet et que ces expériences multiples avec des publics multiples, ça t'a juste renforcé? Enfin, c'est comment pour toi ce Non, regard? ça a été une évolution progressive. Enfin voilà, j'arrivais dans un milieu où la conférence était reine, on va dire. Mais la conférence vraiment chiante, hein, la conférence PowerPoint. Avec 3 questions à la fin.
Voilà. Et du coup, comment transformer ça? Donc, au départ, j'ai complètement éradiqué tout ce qui était conférence pour aller plus sur des ateliers, pour aller plus sur de la pratique, Mhm. faire des choses avec les mains et faire passer des messages en subliminal. Voilà. Et puis après, j'ai découvert ce truc magique de la conférence gesticulée, Mhm. à la fois par Franck Lepage, mais aussi par un homme que je trouve formidable qui est sur l'éducation, André Stern. Ok. Euh, et j'étais à sa conférence, et je l'ai vu 2 fois en 2 mois, sa conférence, et moi qui avais mis à la poubelle toutes les conférences en me disant c'est nul, là je buvais ses paroles. Mais pourquoi? La différence c'était quoi? C'est qu'en fait il parlait avec des anecdotes, il parlait de son vécu et transmettait son enthousiasme. Et voilà, du coup, d'ailleurs, c'est une des choses que maintenant je fais dans mon métier. J'ai créé une conférence gesticulée pour aussi transmettre. Voilà, j'ai parlé de la chaîne YouTube et du livre, mais j'ai aussi une conférence gesticulée. Donc voilà, c'est toutes ces techniques que j'ai découvertes petit à petit et d'être effectivement dans quelque chose de participatif. Voilà, découvrir vraiment le côté participer. Et j'ai fait aussi quelque chose, ah oui, ça c'était exceptionnel. J'ai fait une formation de 3 jours au Maroc Mhm. à la pédagogie. Ok. Donc, je formais des futurs professeurs à la Mhm. pédagogie. Et en gros, mon message était, ne dites pas les messages, mais faites-les découvrir. Mhm. Et du coup, j'ai mis 3 jours à leur faire découvrir ce message. Et c'était Donc, tu assez magique. as remis à ta sauce des principes d'éducation nouvelle, par exemple, de pédagogie active, qui n'étaient pas forcément dans ta formation de base, mais que tu as rencontré au fur et à mesure, c'est ça? Voilà, c'est ça. Voilà, que j'ai vraiment, parce que j'ai eu cette opportunité-là, j'ai lu plein de choses et j'ai fait, mais oui, mais c'est évident que. Et puis moi, j'étais en phase de choisir l'école de ma fille à cette époque-là et on a Ok. mis voilà, nos enfants en école Montessori, donc il y avait plein de choses qui coïncidaient. Et donc voilà, du coup, en tout cas, j'ai expérimenté pas mal de choses et ça, c'était assez chouette. Et puis en 2017, euh, quelqu'un avec qui voilà, mon parcours de vie m'avait fait croiser plusieurs fois son chemin dans le milieu pro et dans le milieu perso. Donc Benjamin Pont est venu me chercher en me disant, voilà, j'ai créé une association qui développe l'habitat participatif en région lyonnaise et Mhm. j'aimerais transformer cette association en société coopérative et j'aimerais que tu sois mon associé. Et donc voilà, ça a mis quelques mois avant que je parte d'Espul, mais j'ai finalement choisi de rejoindre l'aventure d'Habitat et Partage, Mhm. dans laquelle je me suis investie pleinement. Et puis finalement, en fin 2020, nos chemins se sont séparés pour des raisons stratégiques, c'est-à-dire que Habitat et Partage développe son propre modèle juridique, là où Mhm. pour moi c'est très important d'accompagner les groupes sur tous les montages juridiques pour qu'ils Ok. puissent choisir. Voilà, donc une différence de stratégie qui fait qu'on continue de travailler ensemble, mais plus dans la même structure. Voilà. J'ai pris mon envol et euh, voilà, ça me plaît particulièrement. Et en fait, je me rends compte aussi que avec l'écriture du livre, avec la chaîne YouTube, j'ai on va dire une touch, enfin j'ai une énergie qui est Mhm. propre à moi et qui finalement, ça me va bien d'être indépendante parce que ça me permet d'explorer pleinement cette énergie que j'ai et qui n'est pas calcable sur enfin voilà, une équipe. Enfin, je peux pas dire à une équipe faites comme ça, comme moi. Enfin voilà, du coup, ça me convient bien. Tu Et je retrouves la sens, dimension créativité, liberté par cette capacité que tu as à travailler avec ta propre structure, qui est parfois difficile à travailler en groupe, c'est ça? voilà. Et puis parce que, en fait, il y avait des gens qui venaient me chercher parce que mon énergie Mhm. les intéressait. Et c'est actuellement ce qui se passe. C'est-à-dire, et ça, c'est très bien. C'est-à-dire qu'un facilitateur, il faut aimer son énergie, il faut aimer sa manière de faire. Il y a des Mhm. facilitateurs qui sont extrêmement discrets, il y a des facilitateurs qui sont beaucoup plus actifs. Et Mhm. moi, comme j'ai mon expérience de vécu, je partage énormément cette expérience de vécu. Je fais beaucoup de liens entre mes expériences de facilitatrice et mon vécu. Ça se voit beaucoup dans ma chaîne YouTube. Hein. Je fais beaucoup de parallèles avec mon vécu et dans mon livre. Et donc voilà, c'est quelque chose d'assez particulier qu'on aime ou on n'aime pas. Et du coup, je me permets une petite question poil à gratter. Euh, Est-ce que cette idée de facilitation en transmettant, en faisant part de son vécu, il n'y a pas un risque que ce soit un petit peu normatif? C'est-à-dire, regardez, je vais vous parler de mon vécu et finalement,
de manière un petit peu détournée, je vous dis, bah, c'est comme ça qu'il faut faire. Je sais que c'est pas tout à fait ça, mais je me permets cette petite question poil à gratter. Comment tu réponds à ça? Alors non, parce que justement, moi je suis vraiment dans une dimension, et je le dis dès le début au groupe, je vais vous donner des exemples de mon vécu, mais aussi des autres groupes, mais c'est plus pour ouvrir le champ des possibles. Ok. Euh, et Donc c'est en plus fait, un après, point de départ qu'un point d'arrivée, quoi. voilà, mais en fait, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes. Par exemple, il y a les groupes, il y a des groupes qui ont besoin de sécurité et qui se posent beaucoup de questions. Par exemple, je vais donner des exemples, hein. L'exemple du fonctionnement de la buanderie. Mhm. Et qui se disent, oui, bah alors on va mettre un planning et puis on va faire ci, on va faire ça et tout ça. Et je fais, OK, peut-être que vous avez besoin de ça, que c'est très bien. Moi, j'ai envie de vous partager mon vécu, que nous, on n'a pas ça. On a mis les machines à laver, on n'a jamais décidé de règles, et Mhm. ça fait 10 ans qu'on n'a pas de règles pour les machines à laver. Et que ça fonctionne. En fait, du coup, il y a des règles implicites. Si on arrive et qu'il y a une machine qui tourne, eh ben, Mhm. on attend. Et puis, s'il y a une machine qui est terminée, on la sort et on remplit avec notre truc. En fait, les règles, elles se sont faites comme ça. Et du coup, ce que j'invite des fois les collectifs, c'est dire, attention, là, vous êtes en train de créer des règles par des peurs de projection. Mhm. Je vous invite à expérimenter, en fait, et à voir que bah, peut-être que ça sera le bordel et qu'il faudra mettre des règles, mais peut-être qu'il y en aura, peut-être que ça sera fluide, en fait, et qu'il n'y aura pas besoin. Enfin, Mhm. voilà. Et du coup, c'est une invitation, mais si eux ils disent non, en fait, je sens que j'ai vraiment, c'est un besoin pour moi d'avoir des règles parce que ça me sécurise, Mhm. ben, ils ont des règles. Enfin, moi, j'ai aucun problème. Dans tous les cas, c'est leur habitat. Mais dans ce que j'entends, c'est l'idée aussi de ne pas les laisser dans des schémas de pensée un peu préétablis parce qu'ils reproduisent ce qu'ils connaissent autour d'eux, des systèmes un peu hiérarchiques, un peu normés, un petit peu, et donc de leur montrer autre chose qui est possible, pas pour leur dire il faut faire ça, mais pour leur dire votre modèle n'est pas le seul qui existe. Donc avoir un rôle un petit peu finalement transgressif, émancipateur, libérateur, pour les accompagner dans une expérimentation de quelque chose qui n'est pas finalement paramétré par leur vécu et leurs habitudes, surtout leurs habitudes, quoi. Je ne sais pas si ça te convient comme reformulation, mais c'est un peu ce que j'entends dans ce que tu dis, Oui, quoi. oui, c'est ça. Ouais, ouais. Moi, je vois vraiment le côté d'effectivement d'ouvrir un petit peu les choses. Il y a vraiment des petites expériences. Bah, voilà, un exemple, vous l'avez derrière moi, c'est-à-dire que moi, j'ai mon bureau professionnel dans une chambre d'amis. Et en Mhm. fait, ça, si on n'a pas expérimenté le truc, on pense pas forcément que les fonctions espace coworking et chambre d'amis sont en fait cumulables parce qu'on Mhm. travaille la journée en semaine et les chambres d'amis, on reçoit les soirs et les week-ends. Mhm. Et donc, enfin voilà, et donc c'est des petites choses, mais après, une fois qu'on a planté cette petite graine, les groupes, ils vont peut-être se faire d'autres associations. Ils vont peut-être se Mhm. dire, bah, finalement, ah bah tiens, et ça peut être espace de méditation et chambre d'amis, ça peut être, voilà. Mais c'est intéressant, effectivement, d'ouvrir par des exemples. Puis les exemples, c'est tellement parlant que, voilà, le vécu, c'est assez chouette à partager. Et du coup, tu as beaucoup parlé des formations que tu as fait pour toi, la CNV, la permaculture, qui ont, je pense, aussi complété ta palette. Peut-être dernière question, la suite, c'est quoi? Est-ce qu'il y a des petites choses que tu as envie d'aller chercher en termes de formation, d'expérience, pour continuer à construire ton identité et tes compétences de facilitatrice? Alors oui, moi je me forme tout le temps. En fait, j'ai l'impression que mon métier, c'est une vie de formation, en fait, une vie Ouais. à approfondir. Il y a tellement de directions, c'est assez génial. Donc, je me suis encore récemment, j'ai réapprofondi mes connaissances en montage juridique parce que bah, voilà, c'est aussi des choses, on vient beaucoup me chercher pour ça et j'ai envie d'apporter des éléments. Voilà, je ne suis pas juriste et je ne le serai pas. Je ne vais pas faire une formation de juriste. Par contre, arriver à accompagner les groupes dans leur choix de montage juridique, ça, je trouve ça pertinent. Ok. Donc, et là, j'utilise un peu mon métier que j'avais à l'espace Info Énergie, qui est comment je pars de quelque chose de très technique, très pointu, et comment je le vulgarise pour que ce soit compréhensible par tous. Donc là, il y a vraiment une démarche que j'ai fait dans mon livre et que je fais quand j'accompagne les groupes de vulgarisation. Et puis, là, actuellement, les formations plus facilitation qui m'intéressent vont plus sur la gestion de conflits. J'ai Mhm. vraiment envie d'aller sur… voilà, je remarque qu'on accompagne beaucoup les groupes
en projets qui se construisent et il y a très peu de choses pour accompagner les groupes qui vivent. Or, il y a pas mal de problématiques qui reviennent, qui sont souvent les mêmes, et en particulier les conflits. Et du coup, voilà, je vais travailler. Donc, je travaille actuellement avec un médiateur sur certaines choses. Et en fait, le fait de co-animer me permet de me former en pratiquant. Ça, c'est assez magique parce qu'en plus, ça l'ancre dans le vécu une fois de plus et c'est pas hors sol. Et donc, voilà, on est en train de réfléchir même à créer une formation de ce type pour accompagner les groupes qui vivent sur la gestion de conflits, l'amélioration du vivre ensemble, donc en cumulant sa compétence de médiateur et moi, mon expérience de vécu. Et j'avais dit dernière, mais ça me donne envie d'en poser encore une toute dernière, parce que tu parles aussi de conflits qu'il peut y avoir dans une équipe, tu parles de ton vécu personnel en habitat groupé et ta facilitation en habitat groupé. C'est une question qui se pose souvent, notamment en ce moment dans les réseaux là dans lesquels on est. Est-ce qu'on peut être facilitatrice dans un groupe d'habitat groupé tout en faisant partie du groupe d'habitat groupé, d'après toi? Alors, c'est une très bonne question. Bah, ça dépend des sujets. Si, en fait, moi, je me rends compte, et encore plus, de plus en plus, en fait, quand je prends la posture de facilitation, je ne prends pas la posture d'habitante. Ok. J'oublie de donner mon avis en tant qu'habitante. Donc, on ne peut pas faire les deux en même temps, d'après toi? Bah, disons que si, mais il faut que je m'assoie et je fais mon changement de casquette en disant je prends ma casquette d'habitante et je donne mon avis. Et très souvent, il faut qu'il y ait quelqu'un qui me dise et toi, Audrey, tu penses quoi de ce sujet? Et voilà. Donc après, je l'ai fait pendant des années d'être facilitatrice du groupe parce que moi, j'avais déjà cette envie d'apprendre la facilitation en le pratiquant. Enfin, j'avais une soif d'expérimenter. J'ai tout fait avec mon copain. C'était très chouette. Et donc, ouais, j'avais vraiment très fortement cette envie-là. Donc, ça me nourrissait énormément. Et peut-être, voilà, j'étais pas forcément très gênée de pas donner mon avis, ou j'arrivais à le glisser, à le dire, voilà, ça allait. Après, maintenant, on tourne, donc je suis plus. Enfin, voilà, il y a d'autres facilitateurs dans la vie des Choulans, voilà. Donc, 11 ans et demi de Choulan, on a eu pas mal de facilitateurs, ça a tourné, et puis il y a eu des binômes à des moments, etc. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les moments les plus sensibles, on fait appel à un facilitateur extérieur. On a en particulier un rituel au Choulan qui s'appelle la réunion de non-dit, qui est un espace où on n'a pas d'ordre du jour et où chacun va déposer ses non-dits, positifs, négatifs. C'est souvent négatif parce que c'est l'espace pour les dire, mais ça nous arrive aussi de faire de la gratitude et voilà, de célébrer des choses. Et là, on fait appel à quelqu'un d'extérieur qui n'a pas forcément une posture de facilitateur professionnel. En fait, on a notre petit protocole, on lui dit, bah là, tu poses le cadre comme ça, tu dis comme ça, tu fais ça comme ça, on lui dit tout. Donc, vous paramétrez le facilitateur. Voilà, et du coup, en fait, on va chercher en général des amis, des gens de confiance, parce qu'il faut vraiment voir que ils voient les dessous des Choulans, ils nous voient en slip, quoi. Ouais. Du coup, on a besoin que ce soit, voilà, on va chercher des gens autour de nous, mais des gens qui soient vraiment bienveillants, et la notion de confidentialité est très importante dans ce cadre-là. Et donc là, voilà, on avait des facilitateurs. Et moi, ça m'est arrivé à arriver à une réunion où, par exemple, il y avait un couple qui avait annoncé son départ, et j'en étais très impactée. Et j'arrivais en disant, mais en fait, je peux pas, j'arriverai pas à animer parce que je me sens trop impactée émotionnellement. Et du coup, quelqu'un qui disait, OK, bah moi, je prends le relais, voilà. Donc, il y a des moments où, effectivement, c'est très difficile. OK. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Joris. À bientôt. À bientôt. Merci à vous d'avoir visionné jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous a plu. Ce travail de collecte de témoignages de facilitatrices et de facilitateurs permet de composer une galerie de portraits. Ce ne sont pas des modèles, mais ce sont des exemples de parcours, d'expériences, de compétences qui amènent à faire de la facilitation de manière professionnelle. Vous pourrez trouver d'autres
portraits de facilitatrices et de facilitateurs sur la chaîne YouTube. Si ce contenu vous a plu, si ce travail vous permet vous aussi de vous questionner, d'avancer, n'hésitez pas à le faire connaître, à partager, à liker, à commenter. Et puis, vous pouvez aussi soutenir plus directement ce travail de production et de mise à disposition que je fais grâce à mon compte Utip sur lequel vous pouvez contribuer si vous le souhaitez. Merci à vous, à bientôt.